Du coup, on est à moins d'1 mètre réglementaire, mais on n'a pas le choix pour des questions techniques de webcam. Donc, vous nous excuserez, je suis à côté d'Albert pour la formation. Du coup, hop, excusez-nous un petit peu du retard, c'est parce qu'on était juste avant sur la formation sur les honoraires. Alors, c'est vrai que j'ai imaginé ces assises de la déontologie parce que à la CE, nous pensons que la déontologie, ce sera celle qui fera rebondir nos cabinets pour traverser la crise que nous vivons actuellement. Donc, comme évoqué lors du premier atelier, quand j'ai prêté serment, je n'avais pas mesuré à quel point notre déontologie était un atout et n'ayons pas peur des mots, une force commerciale. À l'heure des hashtags balance ton ceci et balance ton cela, nous sommes tous en quête de travailler avec des partenaires éthiques. Tous les secteurs d'activité sont confrontés à cette volonté de transparence et cette obligation de travailler avec des valeurs et en respectant un certain code et notamment une déontologie. Aujourd'hui, on veut consommer autrement, on veut consommer mieux et avec du sens. Notre déontologie est donc dans l'air du temps, bien avant que ce mouvement n'éclate. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi ce deuxième atelier sur le conflit d'intérêts, puisque le conflit d'intérêts, c'est ce qui est le plus compliqué à définir et à appréhender. D'apparence assez simple, cette notion se révèle être complexe en pratique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le conflit d'intérêts, la première notion, c'est que les avocats ont l'interdiction de se placer dans une telle position. C'est un des principes essentiels de notre profession. Mais en réalité, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Toute personne honnête de bon sens conçoit d'instinct qu'il s'agit en fait d'un choc entre deux objets ou deux bénéfices escomptés qui sont contraires. L'existence d'un conflit d'intérêts va à l'encontre de l'obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients. Toute situation qui compromettrait les intérêts d'une partie est donc à proscrire. C'est aujourd'hui encore plus essentiel que le justiciable et nos clients, d'une manière générale, sont de plus en plus suspicieux. Comme vous l'avez vu, on peut voir naître ça et là la théorie du complot. C'est totalement dans l'air du temps. Et l'absence de conflit d'intérêts est indispensable à notre exercice et est un atout que nous devons mettre en avant puisque c'est un des principes essentiels de notre déontologie. Alors, des questions essentielles qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est possible de passer outre un conflit d'intérêts? Si oui, à quelles conditions? Un conflit d'intérêts naît entre deux clients habituels, que faire? Peut-on représenter une partie adverse d'un ancien client? Quelles sont les sanctions pour avoir traité un dossier présentant un conflit d'intérêts? Ces questions sont classiques car nous avons tous été déjà peut-être confrontés à cela et pour les plus jeunes d'entre nous, c'est une question à laquelle nous allons être confrontés. Puis, il y a d'autres questions peut-être moins classiques que l'évolution de la profession nous amène à nous poser. Par exemple, la fin de l'unicité de l'exercice met sur la table l'émergence de nouveaux conflits d'intérêts ou encore l'ouverture de notre profession à de nouvelles activités. Et c'est également le terreau de réflexion nouvelle sur notre déontologie et le respect des règles qui sont pour nous essentielles. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de vous présenter ce qu'est le conflit d'intérêts, ou plutôt selon l'expression de Maître Albertini, ce qu'il n'est pas, puisqu'il est d'abord ce qu'il n'est pas, et à travers des exemples concrets et pratiques, puisque la déontologie se vit au quotidien. Puis nous évoquerons avec Isabelle Grenier, candidate aux élections du CNB sur la liste ACE Province, les évolutions qui pourraient être apportées à notre déontologie et qui sont gages de rebond pour nos cabinets. Donc, je vais laisser la parole à Maître Ini qui va nous présenter ce que donc n'est pas le conflit d'intérêts. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des bâtonniers ou des bâtonnières sous des bâtonniers. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir.
on m'a demandé de parler du conflit d'intérêts de l'avocat en droit des affaires. Merci à Camille pour son excellente introduction. Chacun se fait une idée de la déontologie, au sens large du terme. Et nécessairement, quand on parle de déontologie dans le débat public, on évoque tout de suite les conflits d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est un ménage à trois. Il y a celui qui subit ou qui craint de subir un conflit d'intérêts dont il serait la victime réelle ou supposée par rapport à deux interlocuteurs, dont son avocat, qui voudrait ou qui se mettrait d'accord pour le spolier ou pour l'affaiblir. Mais c'est toujours comme ça. C'est le trio journaliste, patron de presse, lecteur. C'est le trio laboratoire, médecin, patient. On en a beaucoup parlé pendant cette crise. C'est le trio promoteur, notaire et accédant à la propriété. Même chose pour les experts comptables, les commissaires aux comptes, les parlementaires, les fonctionnaires, les arbitres, non pas les arbitres de football, mais les arbitres qui font de l'arbitrage, au sens où nous l'entendons nous, et bien entendu, c'est notre lot à tous, les avocats, d'être suspectés à un moment donné dans notre vie professionnelle, d'être le co-auteur d'un conflit d'intérêts que subirait un justiciable, ou tout simplement quelqu'un en quête de conseil. Le conflit d'intérêts n'est jamais défini en droit français. On peut donc tenter de définir la situation de conflit d'intérêts. On pourrait dire qu'elle est révélée, cette situation de conflit d'intérêts, si l'on arrive à relier une même personne à deux intérêts antagonistes. Alors, si on y arrive, c'est qu'il y a conflit d'intérêts au moins potentiel. C'est le risque de l'avocat. Je vais vous donner tout au long de cet exposé un conseil, c'est celui d'apprendre à partager plutôt que de tout perdre. Et je vais d'ores et déjà vous donner ma conclusion, c'est que la cupidité est un vilain défaut. Les cabinets d'avocats, dits cabinets d'affaires, recoupent aujourd'hui une multitude d'activités, une très grande diversité de pratiques et de matières. La décision à caractère normatif qui porte adoption de notre règlement intérieur national du RIN actuel date de 2007. Il a été modifié une vingtaine de fois par petites touches entre 2007 et aujourd'hui, la dernière fois le 31 août 2020, c'est assez récent. Et pourtant, nos cabinets vont beaucoup plus vite dans leurs évolutions, dans leurs pratiques, que notre texte régulateur. En 2007, l'avocat dit avocat d'affaires était encore soit rédacteur d'actes, soit plaidé, essentiellement en matière commerciale, fiscale, droit des sociétés et quelques autres matières touchant au cœur de l'entreprise. Les autres matières étaient externalisées. Aujourd'hui, la pluridisciplinarité et la complexité de la vie des affaires, mais aussi l'interdépendance des matières et l'exigence de nos clients font que nos cabinets, petite mise au point, que nos cabinets ressemblent de plus en plus à des orchestres symphoniques, plus qu'à des formations de musique de chambre. Et plus important encore, même si le cabinet est petit ou à taille humaine, il est forcé de produire la même musique, le même son que celui d'un orchestre symphonique. En plus de plaider et de rédiger, nous sommes aujourd'hui fiduciaires, agents de joueurs de football, intermédiaires en transactions immobilières, avocats lobbyistes, agents d'artistes et d'auteurs, etc., etc. Quant aux matières, comment dire aujourd'hui à notre clientèle
comme le faisaient les cabinets d'avocats dits d'affaires en 2007, ici, nous ne faisons pas de pénal, alors que nous sommes questionnés jour après jour en droit pénal du travail, en droit pénal de droit des sociétés, en droit pénal fiscal, en droit pénal de l'environnement. Comment dire que nous ne faisons pas de droit des successions, alors que la problématique de la transmission d'entreprise est souvent au cœur des cessions d'entreprise que nous sommes amenés à conseiller, à arbitrer, à rédiger. Au contraire, vous allez dire, nous sommes bien loin du conflit d'intérêts. Au contraire, nous sommes au cœur de cette problématique. Les réflexes que nous avons acquis au cours d'années, voire de décennies d'expérience, dans une certaine activité ou dans une certaine ou deux matières, sont aujourd'hui beaucoup plus complexes. Et pour nous, déceler un conflit d'intérêts le plus tôt possible est un devoir tant pour nous-mêmes que pour notre clientèle. Il faut donc déceler les pièges du dossier, je dis bien du dossier et pas du client, dès le premier entretien et dans tous les cas, dès la première instruction du dossier. Le corpus réglementaire qui permet de toucher au conflit d'intérêts est éparpillé au fil du temps dans divers textes qui, malheureusement, manquent de cohérence apparente, de lisibilité et surtout de modernité, car, je vous l'ai déjà dit, notre exercice professionnel va beaucoup plus vite que la réglementation, que ces textes. Et on ne peut pas se contenter, nous, avocats, de cette trop lente évolution. Alors, ces textes sont éparpillés et dans des textes anciens, 1971, 1990, 91 pour la libre prestation de services au sein de la communauté européenne. Nos trois textes fondamentaux régulateurs, c'est l'article 4 du règlement intérieur national, l'article 7 du règlement intérieur national concernant les rédactions d'actes et l'article 21 du règlement intérieur national, qui est tout simplement le code de déontologie des avocats européens qui figure à l'intérieur de notre RIN. Mais il y a aussi d'autres dispositions particulières sur le conflit d'intérêts dans le code civil en matière de divorce ou pour l'avocat fiduciaire ou pour les prestations juridiques en ligne ou pour l'avocat inscrit sur un site internet ou sur une plateforme en ligne de référencement mise en relation ou pour les réseaux interprofessionnels. Nous avons de la doctrine, nous avons de la jurisprudence. Je vous demande d'ores et déjà de retenir deux termes. Le terme de loyauté qui prévaut, qui semble prévaloir dans la jurisprudence française, et le terme d'indépendance qui semble prévaloir dans la jurisprudence européenne. Différence entre la France et l'Europe. Nous, en France, nous considérons, enfin, nos juridictions semblent considérer que nous devons avant tout être loyaux par rapport à ceux qui nous confient ou qui envisagent de nous confier leurs intérêts. Quant à la jurisprudence européenne, elle semble nous faire un peu plus confiance puisqu'elle nous dit que si nous sommes indépendants, alors c'est qu'à l'évidence, nous allons être loyaux par rapport à nous. Et je vous le disais, la notion de conflit d'intérêts n'est jamais définie en droit en termes, que ce soit pour nous, pour les journalistes ou pour qui que ce soit d'autre. Donc, on est forcé de puiser nos sources dans nos 12 principes nourriciers. Alors, nous les connaissons tous par cœur, c'est notre prestation de serment, la dignité, la conscience, l'indépendance que je vous citais, la probité et l'humanité, et les 7 autres sur l'autre main, l'honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie. Indépendance sur la première main, loyauté sur la seconde. Où se révèle le conflit d'intérêts? Le conflit d'intérêts se révèle d'abord dans notre cabinet.
L'avocat est, dans sa structure d'exercice, tenu de vérifier, c'est l'article 4 du RIN, en son alinéa 4, je cite, « Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens pour le compte d'une ou plusieurs parties, assistées ou non, etc., etc. » Donc, même si nous partageons des locaux avec des confrères, nous devons impérativement nous assurer que la confidentialité sera gardée et que le client ne puisse pas suspecter à un seul instant qu'il puisse être trahi en nous confiant la défense de ses intérêts. On parle aujourd'hui de la construction de, alors j'emploie le terme anglais qui est souvent employé, ethical wall, le mur éthique. Les Américains qui connaissent ça depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui ont eu cette problématique et qui vont très fort, eux parlent de Chinese wall, c'est-à-dire d'ériger des murailles de Chine. C'est comme ça qu'à l'intérieur de cabinets anglo-saxons ou américains tout au moins, on se retrouve avec des portes fermées et des secteurs d'activité qui sont interdits aux autres avocats. Ils ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du département qui s'occupe de telle ou telle affaire. Donc, ethical wall ou Chinese wall, bien entendu, pour apprécier les efforts que fait l'avocat pour conserver la discrétion nécessaire à ce que le client ait confiance, okay? Les juges prennent en compte les mesures que nous avons prises pour nous assurer que la confidentialité sera préservée et que le client ne sera pas trahi. Vous aurez remarqué que ce texte de l'article 4, alinéa 4 du RIN s'applique aussi aux structures de moyens. Il s'applique ensuite aux collaborateurs et aux anciens collaborateurs. Et puis il y a aussi le problème de l'avocat par rapport à son ancien cabinet. En clair, tout ce qui pourrait semer le doute dans l'esprit du client, s'il apparaît qu'il y a un conflit d'intérêts, tout ce qui pourrait semer le doute doit être éliminé. C'est donc, et puis après je vais m'arrêter là pour quelques instants, la deuxième recommandation, c'est la vigilance. Et ma troisième recommandation sera la clarté. Est-ce que vous avez là des questions ou des retours d'informations? Tout va bien? Juste une petite précision, c'est vrai que le conflit d'intérêts s'applique aussi bien aux collaborateurs comme aux collaborants. Et le collaborant qui peut avoir un conflit d'intérêts, c'est pas forcément toujours au collaborateur de se dessaisir. Le collaborant peut aussi se dessaisir, à voir après en fonction de qui a reçu en premier, quel dossier. Après, les critères pour sélectionner qui doit se déporter du dossier sont peut-être assez compliqués et peut-être qu'en pratique, ça doit être compliqué pour le collaborateur. Mais il faut le dire que ça s'applique aussi aux collaborants, cette obligation de se déporter. Collaborateurs, collaborants et anciens collaborateurs installés à son compte. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est non pas le client, mais le dossier du client qui est au cœur du conflit. Est-ce que, et c'est la première question qu'on doit se poser, est-ce que sans arrière-pensée aucune, le client à qui je dis tout, ou presque tout, parce que je suis tout de même tenu par le secret professionnel, me conservera sa confiance et me laissera son dossier si je lui révèle un élément qui pourrait semer le doute dans son esprit. Et comment régler cette difficulté? Alors, une première solution est envisagée par une partie de la doctrine et qui a été sollicitée par les experts comptables et les commissaires aux comptes, c'est ce qu'ils appellent la déclaration d'indépendance acceptée.
Je n'y crois pas. Cette déclaration d'indépendance, dite déclaration d'indépendance acceptée, c'est que dès que, avocat, je détecte l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel, j'en informe le client et je sollicite son accord pour que le conflit soit réglé. Et en déclarant le risque de conflit d'intérêts, si j'ai l'accord éclairé du client, alors, nous dit cette doctrine, si j'ai l'accord, je suis à l'abri de tout soupçon et le client est reconnu avoir pris ces risques. Je n'y crois pas pour quelle raison? Parce que je vous disais au début de mon propos que le conflit d'intérêts s'apprécie non pas à 2, mais à 3. Il ne me suffit pas d'avertir le client de ce que, par exemple, j'ai déjà été en contact à l'occasion d'un dossier avec une firme adverse ou concurrente et que j'ai eu ainsi entre les mains des secrets ou des documents. Il faut encore que j'obtienne l'accord de la firme qui a été ma cliente en son temps. Je ne crois donc absolument pas à cette solution et demain, s'il y avait un litige, je suis absolument pas sûr que la jurisprudence, que la Haute Cour puisse nous permettre de constituer dans cette voie. Voilà pour le conflit d'intérêts. Alors, ce qui nous importe à nous, c'est de prévenir les conflits. Prévenir les conflits, ça signifie un premier entretien qui peut s'avérer être infructueux, voire un premier diagnostic sur le dossier, ensuite un conflit check, je déteste ce mot anglais, mais je n'ai pas trouvé la traduction française, auprès de tous les avocats avec qui j'exerce ou j'habite, même si c'est dans des villes différentes, et même si nous ne sommes pas associés, mais que nous partageons des locaux. En fait, la jurisprudence principalement européenne nous dit qu'en cas de conflit d'intérêts révélé, nous devons agir avec délicatesse et loyauté, mais souligne, je cite, la nécessaire confiance que le client doit avoir de son avocat. La nécessaire confiance que le client doit avoir de son avocat. Donc, même s'il n'y a qu'un risque de conflit, et que l'on évoque ce risque avec le client qui nous autorise à nous occuper, par exemple, d'une autre partie. Si le conflit d'intérêts survient, il faudra se déporter pour les deux. Exemple. Souvent, nous sommes mandatés par une compagnie d'assurance qui nous dit qu'il faut se constituer pour elle et pour l'assurer. Et survient en cours de procédure une clause d'exclusion de garantie. Et bien, c'est fini. On sort du dossier, tant pour l'assureur, qui peut représenter beaucoup de choses pour notre cabinet, que pour l'assureur. Nous sommes mandatés par 2 dirigeants d'entreprise qui sont poursuivis en matière pénale. Ils sont donc co-prévenus en matière de fraude fiscale, par exemple. Fraude fiscale, complicité. Mais au cours de l'instruction, il peut y avoir des contradictions d'intérêts. En ayant voulu prendre les deux, on perd tout. En matière de personne morale, nous avons été l'avocat du dirigeant, nous sommes l'avocat de la personne morale, il y a un changement de majorité au capital de cette personne morale, on nous demande de poursuivre le dirigeant, on ne peut pas. Donc, le 4e conseil, c'est le même que le premier conseil, il faut apprendre à partager. À chaque fois qu'on pressent qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts, alors, il ne faut pas hésiter à
demandez à l'une des parties qui est tentée de vous faire confiance en toute innocence de dire, écoutez, on sera mieux à 2 avocats dans ce dossier. Ou on sera mieux à 3 avocats dans ce dossier. Envoyez des ascenseurs, certains vous les renverront. Vous allez dire, mais ça, c'est possible en matière de contentieux, c'est pas possible en matière de rédaction d'actes. Si, c'est possible en matière de rédaction d'actes, et surtout quand vous êtes rédacteur unique. Et quoi qu'il en soit, quand on est rédacteur unique d'un acte, on ne peut pas plaider sur cet acte par la suite, pour 3 raisons essentielles. S'il y a un contentieux, l'intervention de l'avocat qui a rédigé l'acte risque de le conduire à s'ériger en témoin, ce qui nous est fortement interdit. La tentation, c'est de plaider, bien sûr que l'acte est bon, puisque c'est moi qui l'ai rédigé. Non, nous n'avons pas le droit de faire ça. Deuxième raison, l'une des 2 parties va perdre. Et celle-ci engagera votre responsabilité. Car vous avez été rédacteur unique et vous êtes donc censé avoir opéré au mieux des intérêts de toutes les parties qui vous ont fait confiance dans la rédaction de cet acte. Et puis, 3e raison, et pas la moindre, votre intervention à la barre en qualité de rédacteur d'acte, puis d'avocat plaidant pour défendre cet acte, va vous conduire inéluctablement, puisque vous devez interpréter l'acte, où il y a un contentieux sur son interprétation. Ce contentieux sera de nature, votre intervention sera de nature à violer le secret des pourparlers. Pour ces 3 raisons, on ne plaide pas sur un acte qu'on a soi-même rédigé, surtout si on l'a rédigé seul. Alors juste Je vous en prie. intervention Oui. à ce stade. Et qu'en est-il si, par exemple, il s'agit d'une contestation qui émane d'un tiers, puisque dans ces cas-là, on pourrait venir plaider sur la validité de l'acte, notamment déjà dans un premier temps pour défendre notre propre responsabilité professionnelle. Dans ce cas-là, est-ce que vous avez la même vision? Parce que c'est vrai que si ça émane d'un tiers, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas défendre l'acte. Si la contestation émane d'un tiers qui attaque cet acte comme étant un acte frauduleux, vous avez participé à la rédaction de l'acte et il se trouve que cet acte viole les droits de ce tiers. Oui. Votre responsabilité civile professionnelle va être engagée. Oui, voilà. Est-ce qu'on a le droit de se défendre soi-même? Là est la question. On a le droit de prendre un avocat pour nous défendre? Ça, oui. Mais est-ce qu'on a le droit de se défendre soi-même? Vous savez, à l'époque, dans les temps anciens où j'ai prêté serment, on nous disait même qu'on ne devait pas plaider pour sa propre famille. Que ce n'était pas recommandé. Et que là encore, il y avait une contradiction d'intérêt, qu'on était forcément partial, ou qu'on n'était pas libre de notre pensée et de nos mouvements. Moi, je ne pense pas que nous soyons les mieux placés pour défendre sur un acte que nous avons rédigé, que ce soit bien sûr entre les signataires, mais même à l'égard d'un tiers, car inéluctablement, l'acte est annulé, on aura un recours contre nous. Et si le tiers gagne, on aura aussi un recours contre nous. Donc, je suis très sceptique là-dessus. Il n'y a pas d'interdiction. Je ne le recommande pas. Voilà. Je ne le recommande pas. Je pense qu'il est délicat de se présenter en robe devant une juridiction à propos d'un acte qui pourrait être critiqué par la juridiction, voire critiqué en appel, voire réécrit, voire annulé. Et je pense que nous nous mettrions nous-mêmes en porte-à-faux. Je pense qu'il faut que l'on se donne à soi-même les mêmes conseils qu'on donne à nos clients. Prenez un avocat. Voilà. Je vous remercie. Alors, je voudrais terminer par, pour laisser ouverte la discussion, par 4 conseils pratiques ou 4 réflexions pratiques. Premièrement,
Le conflit de clientèle, ce n'est pas un conflit d'intérêt. Mais on voit ça dans les dits cabinets d'affaires, c'est ce qu'on m'avait demandé de préparer. C'est un conflit de clientèle, c'est un conflit d'attitude qui fait dire au département de droit social, par exemple, nous sommes un cabinet d'affaires, nous défendrons les entreprises et pas les salariés. Ce n'est pas un conflit d'intérêt. C'est un conflit d'attitude, c'est un conflit qui peut vous mettre en délicatesse avec votre propre clientèle, mais ce n'est pas un conflit d'intérêt. Deuxième réflexion, le conflit commercial qui survient entre confrères de la même structure d'exercice. Est-ce que j'accepte le dossier contre une partie dont je sais qu'au bureau de Nantes ou de Paris, où ils sont les avocats de cette partie-là. Et là, c'est une question de cas d'espèce. Si le bureau de Paris traite des affaires de beaux commerciaux pour un client particulier avec ce bureau, rien ne peut m'empêcher d'avoir un dossier de droit social contre cette entreprise qui n'a jamais travaillé en droit social avec notre cabinet. Ce qui se passe entre Paris et Marseille, ou Nantes et Strasbourg, etc., peut se passer à l'intérieur de la même structure dans le cabinet. Et là, c'est très compliqué parce que ce sont des conflits qui surviennent à l'intérieur du cabinet. Alors, je vous donne l'exemple d'avocats suisses que je connais, qui font plus que ériger des murs à l'intérieur du bureau. Eux, ils n'ont même pas de système informatique commun et tous les dossiers sont sur des clés cryptées avec des numéros de code uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de possibilité d'interférence et ils ont une pratique, mais c'est très difficile à mettre en place. C'est mon troisième conseil. Alors là, si quelqu'un y arrive de manière satisfaisante, ça nous soulagerait beaucoup, ça soulagerait beaucoup de cabinets. Et ça pourrait être d'ailleurs l'un des axes de recherche de la CE, c'est la rédaction d'une charte interne au cabinet qui vise à faire connaître à sa clientèle les moyens mis en place pour prévenir les conflits d'intérêts. Et cette charte serait mise sur nos conventions d'honoraires, mise sur nos factures, et les clients accepteraient de faire appel à nous en disant, voilà, nous, sur les conflits d'intérêts, comment on voit les choses dans le strict respect du cadre légal, et voilà les moyens que nous avons mis en place à l'intérieur du cabinet pour que, quels que soient les dossiers que vous puissiez confier à tel ou tel bureau, vous ne soyez pas trahi, vous n'ayez même pas dans l'idée que vous puissiez être trahi. Enfin, et ce sera le dernier point de mon allocution, quand on a passé sa vie comme moi, alors je voyais sur les intervenants que souvent ils mettent leur numéro CNBF, donc 69 000, 84 000, etc. Je dois vous dire que j'ai un peu d'expérience puisque moi je suis dans les 8 000 et des poussières. Donc, on passe sa vie à essayer d'éviter les conflits d'intérêts et pourtant, on peut parfois être pris par la suspicion d'un client. Tout sauf ça. Tout sauf ça. On se sent extrêmement mal, mais le seul fait que le client vous suspecte d'avoir imaginé, voulu, pu le trahir est quelque chose qui obère définitivement la relation de confiance. Et puis, il peut vous arriver, c'est le dernier point de mon intervention, de voir arriver un de vos clients qui vous a confié un dossier
par exemple un dossier contentieux, et vous voyez arriver en face la constitution d'un confrère, et le client vous dit « Moi, je ne veux pas que ce soit cet avocat qui plaide contre moi, parce qu'il a été mon avocat, parce qu'il a été au courant de mes affaires, parce que je l'ai eu en face de moi dans un acte, etc., etc. » Peu importe les raisons du client, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je crois que là, on a un devoir sur le fond et un process à respecter sur la forme. Sur le fond, on doit discuter avec le client pour savoir, après tout, ce n'est pas un conflit entre nous et le confrère. C'est un conflit entre le client qui suspecte le confrère constitué en face de lui de trahir ses intérêts. Si les arguments du client paraissent sérieux, notre premier réflexe serait, j'emploie volontairement le conditionnel, d'écrire une lettre circonstanciée à notre bâtonnier en lui disant que je suis l'avocat de monsieur Untel ou de la société Untel qui me demande de porter à votre connaissance le conflit d'intérêts de tel confrère, et ça peut être d'ailleurs un confrère d'un barreau différent. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a des bâtonniers dans l'auditoire, mais je m'en excuse auprès d'eux, mais les bâtonniers sont extrêmement pris, et ce qui est le moins valorisant dans leur fonction, c'est les conflits entre avocats. Et dès qu'ils voient arriver une lettre d'avocat, et peu importe que ce soit pour un conflit d'intérêts, dès qu'ils voient arriver une lettre d'avocat, ils disent ça c'est un conflit entre avocats, et là ça passe dans le circuit long, c'est-à-dire on écrit à l'autre bâtonnier de l'autre barreau qui questionne le confrère, et tout ça ne fait pas l'affaire du client, et en fin de compte, ils sont tentés, les deux bâtonniers, de nous renvoyer dos à dos, et s'il n'y a pas d'accord entre les deux bâtonniers, à ce moment-là, c'est un tiers bâtonnier qui doit intervenir. Je pense que la bonne manière, c'est de conseiller au client de s'engager lui-même. C'est d'écrire au bâtonnier du confrère concerné, en lui disant « Il y a un avocat de votre barreau qui se trouve en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis de moi. Cette situation va me causer un préjudice. » Et tout de suite, le regard du bâtonnier change. Ce n'est plus un conflit entre confrères, mais ça devient entre un client qui se plaint de son avocat avec une sinistralité potentielle, donc une augmentation des primes potentielles. Donc, c'est le moment où il faut réfréner ses instincts de bon soldat loyal du barreau de Marseille, Paris, etc. et dire au client, ok, je vais peut-être vous aider à rédiger cette lettre pour qu'elle soit plus compréhensible, etc. mais vous allez vous engager, vous allez vous prévenir le bâtonnier de ce confrère. Voilà les quelques... Alors ça, ce sont des conseils pratiques. Moi, j'en ai terminé sur les notions générales de conflit d'intérêts et sur les situations de conflit d'intérêts. Je vais essayer avec mes confrères ici de répondre à vos questions. Voilà. Et alors, juste pour revenir par rapport à la procédure et en cas de sanction, de conflit d'intérêts, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est à celui qui invoque l'existence d'un conflit de se manifester. Donc, l'avocat, comme le disait Alberini tout à l'heure, c'est qu'il doit en informer son bâtonnier, qui rend un avis qui n'est pas, qui est un simple avis et qui n'a pas une force autre que d'être un avis. C'est vrai que quand on est en présence d'un conflit d'intérêts où les deux avocats sont d'un barreau différent, dans ces cas-là, c'est la procédure où chaque bâtonnier doit s'entendre à savoir si c'est un conflit d'intérêts ou pas. S'ils ne sont pas d'accord, un bâtonnier tiers est désigné qui rend lui aussi un avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'avis du bâtonnier est resté sans effet,
il faut, pour contraindre l'avocat à se déporter, qu'il y ait une procédure disciplinaire. Donc, ça peut être très, très lourd, effectivement. Et s'il n'y a pas eu de procédure disciplinaire, dans ce cas-là, la personne qui se sent lésée par un conflit d'intérêts peut saisir en référé pour imposer que l'avocat se déporte en cas de conflit. Donc, effectivement, c'est une procédure qui peut être assez lourde. À savoir, après, moi, je me pose la question, vous dites, oui, le client, finalement, si c'est dans deux barreaux différents, doit peut-être écrire lui-même au bâtonnier, en fait, de l'avocat qui serait conflicté. Voilà, exactement, c'est ça le bon terme. Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement le bâtonnier protège, entre guillemets, plutôt son confrère ou... Alors, si c'est un avocat qui écrit à son bâtonnier, qui transmet à l'avocat, par exemple, de l'autre barreau, etc., chaque bâtonnier sera tenté de protéger son confrère, le confrère de ce barreau. Et là, ça fait les affaires de personne. C'est pour ça que si c'est le client qui écrit directement, là, tout de suite, pour le bâtonnier saisi, l'unique bâtonnier saisi, là, ça va prendre ça va prendre une tête de déclaration de sinistre préalable. Surtout si le client prend le soin de dire, comme ça me paraît grave, j'adresse copie de la présente au parquet. Après tout, ce sont des principes généraux. L'obligation de loyauté de l'avocat, c'est inscrit dans la loi et dans les décrets. Okay. En toutes circonstances, les juridictions ont vocation à les faire respecter. Et vous savez, le mandat de bâtonnier est un mandat très court. Ils ont beaucoup de choses à faire. Et ce qui est le moins passionnant, le plus obscur de leur mandat, c'est réellement les conflits entre avocats. Par contre, s'il s'agit de la sauvegarde des intérêts du barreau, d'avoir un sinistre en moins, et quand on arrive à ce type de procédure, très souvent, c'est qu'il y a pas mal d'argent à la clé. Alors là, tout de suite, on regarde ça d'un autre œil, surtout si le parquet est informé. Voilà. D'accord, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez répondre à une question qui est posée par Angélique? Donc, dans l'hypothèse où le cabinet au sein duquel j'exerce a décroché un marché public avec une institution, puis-je prendre à titre personnel un dossier contre cette institution, bien entendu, si je ne gère pas le dossier pour l'institution? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur quoi porte ce marché? Si le marché public porte sur la défense de l'institution, par exemple de la commune ou du département, peu importe, hein, ou d'une société d'économie mixte, etc., alors vous devez tout mettre en œuvre à l'intérieur de votre cabinet pour que vous n'ayez pas accès au dossier, au secret de fabrication des avocats avec qui vous cohabitez, et eux avec vous la même chose. C'est très lourd, je sais, surtout dans des barreaux où on partage souvent les locaux parce qu'ils sont très chers, mais la proximité physique entre deux cabinets d'avocats fait tout de suite poser une suspicion. D'ailleurs, s'il perd, votre client dira « Ah oui, mais je ne savais pas là que c'est les gens avec qui vous cohabitez qui étaient vos adversaires. » Il y aura tout de suite une suspicion. Or, c'est cette suspicion qu'il faut éviter à la base. Voilà. Je ne sais pas, Angélique, si j'ai été suffisamment clair. Ou... Voilà. D'accord. Et concernant les activités professionnelles à exclure, est-ce que c'est un point que vous voulez développer ou parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a
un nombre d'incompatibilités avec la profession d'avocat. Et donc, ces incompatibilités sont là pour éviter le conflit d'intérêts, notamment celles visant donc, tout le personnel politique. En ce qu'un élu régional, départemental ou municipal ne peut traiter durant son mandat un dossier l'opposant à la collectivité dont il fait partie. Ça paraît logique, mais ça fait partie des incompatibilités. Il y a aussi des anciens fonctionnaires d'État et territoriaux qui ne peuvent pas, durant 5 ans, conclure et plaider contre leur ancienne administration. Les avocats, les magistrats devenus avocats aussi, qui doivent être inscrits durant 5 ans dans le barreau hors du ressort dans lequel ils ont précédemment exercé. Alors, il y a un certain nombre d'incompatibilités aujourd'hui, mais bon, est-ce que ce sont des précautions qui sont devenues illusoires tant l'activité en fait de l'avocat est de plus en plus géographiquement dispersée, même pour les matières qui sont encore soumises à postulation, dont notamment le rayon a été élargi par la loi Macron. Il est notamment interdit d'accomplir en tant qu'avocat investi d'un mandat de député ou de sénateur, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé collaborateur ou secrétaire, certains actes, et notamment en raison de la matière, comme les crimes ou délits contre la nation, etc., ou du fait de la personne morale en cause, tout ce qui est société nationale, collectivité et établissement. Notamment, également, il y avait un point que je voulais rappeler, c'était sur le conflit d'intérêts et les consultations gratuites. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais tout ce qui est consultation gratuite auprès de la maison de l'avocat et notamment dans tout ce qui est maison de justice, etc., dans lesquelles on peut être amené à donner des conseils, il faut bien veiller que là encore, on engage notre responsabilité, même si c'est à titre gratuit. Donc, il faut bien veiller au conflit d'intérêts et tout de suite, lorsqu'on reçoit la personne en consultation gratuite, même si c'est gratuit, poser la question: avez-vous déjà un avocat? Pourquoi c'est important? Parce que ça peut vite dégénérer, entre guillemets, puisque la personne qui vient vous voir ne vous le dit pas spontanément. Et ça peut arriver, même sans consultation gratuite, notamment lorsque le client veut avoir un avis différent ou va consulter un autre avocat. Il ne faut pas oublier de lui poser la question s'il a déjà un ancien conseil, parce que à titre personnel, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, et c'est vrai qu'après, on se retrouve dans une situation un petit peu délicate où on ne sait pas si l'avocat était l'avocat successeur ou si on est successeur ou pas successeur. Après vient la question des honoraires, pas des honoraires. Donc c'est vrai que poser la question tout de suite, savoir si dans la succession il y a un autre avocat, ça fait partie aussi de conflits d'intérêts, puisque de la prévention des conflits d'intérêts. Voilà, puisque ça vient prévenir les conflits d'intérêts. Exactement. Ouais. Vas-y. Après, il y a tout un pan sur le conflit d'intérêts, puisque c'est une notion essentielle en déontologie, et notamment à l'ACE, on réfléchit beaucoup sur l'évolution de la déontologie comme rebond pour faire face à la crise, notamment actuelle que nous traversons. Et finalement, la déontologie, ça n'est pas que des contraintes, ça peut être aussi un atout. Et je vais passer la parole à Isabelle Grenier, qui est candidate aux élections du CNB sur la liste de province. Pour justement nous faire part des évolutions qui sont souhaitées et qui seraient pour nous essentielles et nécessaires pour faire évoluer nos cabinets. Donc je te coupe la parole et je vais couper le son pour pas que ça fasse d'interférence. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci Camille pour cette transition. Alors effectivement, ce sujet du conflit d'intérêts est passionnant et il est véritablement extrêmement vaste.
notamment en ce qui concerne le nouveau métier d'avocat. Depuis plusieurs années, l'avocat voit le périmètre de ses activités s'agrandir. Il bénéficie de différentes réformes et modifications du RIN. C'est d'ailleurs quelque chose qui est plutôt positif pour le développement économique de nos cabinets, puisqu'aujourd'hui, l'avocat est à la fois mandataire en tant que mandataire d'agents, d'artistes et d'auteurs. Et il peut être également avocat fiduciaire ou lobbyiste. Pourquoi toutes ces activités vont un peu commun? C'est en fait l'accession de la prestation juridique de l'avocat. Et en fait, on est parti du constat que l'avocat avait vraiment la compétence, mais par rapport aux opérateurs qui évoluent sur ce marché, on avait aussi un atout supplémentaire vis-à-vis de nos clients qui était justement notre déontologie. Et tous les principes de loyauté, de prudence, l'indépendance et la règle du conflit d'intérêts auxquels nous sommes assujettis, ce sont des garanties extrêmement importantes pour nos clients et c'est même un avantage potentiel sur ces marchés par rapport à ces opérateurs qui évoluent et qui, eux, n'ont pas cette déontologie. Alors, il y a toujours des distorsions de concurrence sur ces marchés et c'est sur ça qu'il faut se battre parce qu'aujourd'hui, donc nous, on est soumis à une déontologie qui est très stricte et qui est rassurante pour les clients. Mais effectivement, il y a encore certains freins, parce que, par exemple, on évolue sur des marchés où les gens sont rémunérés uniquement avec des pactes de quota litis qui, pour l'instant, pour nous sont interdits, même s'il y a effectivement des divergences d'interprétation sur le sujet, puisqu'on vous dit que, par exemple, quand vous intervenez dans une activité de mandataire, ce ne serait pas un pacte de quota litis, puisque ce n'est pas lié à une activité judiciaire, mais plutôt un pacte de quota juriste qui pourrait être autorisé. Mais c'est aujourd'hui tous ces points-là qu'il faut clarifier pour justement permettre le développement économique de nos cabinets. Sur cette question plus précise donc, du conflit d'intérêts et des activités annexes de l'avocat, il y a des décisions qui ont été rendues qui sont assez intéressantes, notamment sur l'activité de mandataire en transactions immobilières. Il y a une décision récente de la Cour d'appel de Versailles de 2019, du 11 janvier 2019, qui a été rendue dans un dossier où en fait un confrère était l'avocat d'une veuve richissime qui était placée sous tutelle. Et il y avait la vente d'un bien immobilier. Donc, l'avocat, qui est le conseil habituel de cette veuve, va trouver une société qui est intéressée pour acheter ce bien immobilier et il va faire signer il exerce également l'activité de mandataire en transactions immobilières. Il a déclaré cette activité à l'ordre, donc il n'y a pas de souci sur ce point-là. Il va faire signer à la société qui va se porter acquéreur un mandat d'intermédiation dans lequel il est prévu une commission qui sera versée par l'acquéreur. Donc, c'est-à-dire, en fait, la société dont il n'est pas dont il devient par cette activité accessoire qui devient sa cliente, mais dont il est également le conseil de la veuve. Et donc, un litige s'ensuit puisque son décès, ses héritiers contestent le montant de la commission qui est perçu par l'avocat. Et donc, un litige s'ensuit parce qu'ils essaient de récupérer le montant de cette commission. Et dans le cadre de ce litige, les héritiers disaient que l'avocat ne peut pas percevoir d'honoraires de quelqu'un d'autre que son client. Et l'avocat leur disait, effectivement, mais sauf que dans ce... Désolée, on a un petit problème de son. Je pense que ici ça sera mieux. Ouais. Voilà. Est-ce que vous entendez mieux là? Je pense que c'est bon. Donc je reprends donc, sur cette activité d'avocat mandataire en transactions immobilières. Je vous disais qu'il y avait une décision récente de la Cour d'appel de Versailles du 11 janvier 2019. Qui concernait donc un avocat confrère qui représentait une veuve richissime, qui était placée sous tutelle et dont il était le conseil habituel, et qui devait vendre une de ses propriétés. Et il avait réussi à trouver une société acquéreur à laquelle il avait fait signer donc un mandat d'intermédiation. Il était prévu que c'était la société, l'acquéreur, qui lui réglerait le montant de sa commission pour la transaction. Les héritiers au décès ont voulu contester le montant de cette commission et donc il y a eu une procédure qui a atterri devant la Cour d'appel de Versailles où les héritiers disaient non mais l'avocat ne peut pas percevoir d'honoraires autres que du client ou de son mandataire et en l'occurrence notre grand-mère n'avait jamais donné son accord pour le versement de cette commission
Et l'avocat disait, non, mais dans ce dossier, mon client, c'est la société acquéreur, c'est elle qui a signé le mandat d'intermédiation. Et la Cour d'appel de Versailles, elle dit qu'en acceptant du co-contractant de son client habituel le versement d'une commission d'intermédiation, l'avocat, il commet 2 fautes, une faute sur le plan du conflit d'intérêts et également une faute au regard des principes de délicatesse, de prudence et de loyauté qui engagent sa responsabilité contractuelle. Donc, effectivement, il faut être très vigilant sur ce point-là, c'est-à-dire que quand on a ces activités accessoires, il faut quand même bien regarder qu'on ne soit pas en situation de conflit d'intérêts, même si à la base, c'était l'intérêt de sa cliente de vendre le bien, sauf qu'à partir du moment où il a trouvé un acquéreur et qu'il est rémunéré par l'acquéreur et que les intérêts entre vendeur et acquéreur peuvent être antagonistes, il y a une situation de conflit d'intérêts puisque vous allez représenter dans un même dossier de vente deux clients qui ont des intérêts antagonistes. Et là, du coup, en l'occurrence, cette situation n'avait pas été en toute transparence parce que je pense que la deuxième chose qui est importante sur cette question du conflit d'intérêts, c'est la transparence. La première chose qui est très importante, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Alberini, la première chose qui est très importante, c'est d'abord d'identifier qui est son client. Alors, ça peut paraître la base du conflit d'intérêts, mais ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on a souvent plusieurs interlocuteurs dans son dossier. Quand on parle, par exemple, de conflit d'intérêts en droit des sociétés, quand on est le conseil d'une personne morale, notre interlocuteur privilégié, c'est le dirigeant. Pour autant, notre client, c'est la société personne morale qui peut avoir des intérêts antagonistes avec le dirigeant. Et je vous donne un exemple. Quand vous êtes le conseil d'une société, vous pouvez être appelé par le dirigeant qui est en garde à vue et qui va demander votre assistance. À ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir, des fois, vous ne savez pas pour quel fait il est en garde à vue et si ce sont des faits qui sont, ne serait-ce que de manière ténue, en lien avec son mandat social. Auquel cas, si vous l'assistez en garde à vue, vous vous retrouvez dans une situation de conflit d'intérêts parce que, précisément, vous allez devoir ensuite l'assister à l'encontre de votre client qui est la personne morale. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure qu'il y avait une question mais je ne la vois plus là sur de Rodolphe qui était intéressante justement, voilà. Parce qu'il disait conseil habituel d'un groupe, j'ai créé la holding personnelle d'un manager sans intervenir sur la prise de participation de cette holding dans une société du groupe, ni pour le manager, ni pour le groupe. Puis je me retrouvais en situation de conflit d'intérêts en cas de contentieux entre le groupe et ce manager. Déjà, pour répondre à la question, la première question, c'est de savoir qui c'est son client. En l'occurrence, son client, c'est le manager, puisqu'il n'a fait en fait que lui constituer une holding. Ensuite, il n'est jamais intervenu dans la prise de participation de cette holding, ni pour le manager, ni pour le groupe. Donc, cette absence d'intervention, elle signifie qu'en fait, vous n'avez pas eu accès à des informations confidentielles qui pourraient vous mettre dans une situation de conflit d'intérêts s'il y avait un litige qui survenait entre ce groupe et ce manager, sachant que votre client, c'est ce manager et que c'est lui-même qui, à ce moment-là, vous transmettra des informations pour le défendre à bien. Dans cette hypothèse-là, on n'est pas en situation de conflit d'intérêts, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus délicates à appréhender. Effectivement, le conflit d'intérêts, ça part de plein de choses. Il y a effectivement le secret professionnel qui est extrêmement important. S'il y a violation du secret professionnel, si vous pouvez avoir accès à des informations confidentielles sur un client, vous êtes en situation de conflit d'intérêts. Si pour la défense d'un autre client, vous êtes obligé vous vous servez d'informations confidentielles que vous avez eues dans le cadre d'un autre dossier, vous êtes en situation de conflit d'intérêts. Mais ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'il faut vraiment avoir une approche qui soit pragmatique de l'appréciation du conflit d'intérêts. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans toutes les jurisprudences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une appréciation in concreto au cas par cas. Parce qu'en fait, il n'y a pas effectivement de définition, Alberini vous l'a dit, du conflit d'intérêts. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est que la suspicion du client, elle ne crée pas le conflit d'intérêts. Parce qu'il peut y avoir suspicion du client sans qu'il y ait de conflit d'intérêts. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que vous pouvez être avocat dans un barreau, vous avez le mari qui exerce dans une structure d'exercice, la femme qui exerce dans une structure d'exercice et qui peuvent se retrouver confrontés l'un à l'autre avec deux clients différents. Est-ce qu'il y a une situation il peut y avoir dans ce cas-là suspicion du client qui se dit alors là, mon adversaire est défendu par la femme de mon avocat, ça me pose un problème.
cette suspicion, elle est peut-être légitime, mais elle n'est pas forcément fondée. C'est-à-dire que tout dépend comment sont organisés leurs cabinets. Si on est sur deux structures qui sont complètement différentes, où il y a une véritable étanchéité et qu'il n'y a, entre guillemets, pas de confidence sur l'oreiller, ça veut dire que aucun des deux avocats n'a d'informations privilégiées sur son adversaire et il n'y a pas de risque de violation du secret professionnel. C'est la fameuse muraille de Chine. C'est la fameuse muraille de Chine. On ne ramène pas de travail à la maison. Mais d'ailleurs, vous savez qu'il y avait le barreau d'Albertville, c'est rigolo, qui avait adopté une délibération qui interdisait en fait aux avocats du barreau d'Albertville de défendre si l'adversaire était représenté par le conjoint ou concubin. On aurait pu l'étendre aux frères, sœurs, cousins, s'il y avait une suspicion du client. Et ça a été retoqué par la cour d'appel de Chambéry qui a dit qu'à un moment donné, ce n'était pas fondé. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis le conflit d'intérêt, il doit s'apprécier in concreto, c'est-à-dire en fonction de… C'est d'ailleurs au client de démontrer qu'il y a véritablement une situation de conflit d'intérêt et qui est avérée et pas simplement une suspicion de sa part qu'il existe un conflit d'intérêt. Il y avait d'ailleurs une jurisprudence aussi qui était intéressante de la Cour d'appel de Paris au sujet d'un avocat qui était rédacteur d'actes et qui était intervenu en fait pour rédiger un acte auquel était partie sa mère en fait. Sa mère qui était une galeriste très connue et qui travaillait avec un peintre qui était un ami de longue date, donc elle connaissait en fait les deux. Hein. Et elle était intervenue comme rédacteur d'actes unique. Quelques années plus tard, effectivement, il y avait eu un conflit et on avait mis en cause sa responsabilité en disant qu'elle était intervenue pour sa mère et qu'il y avait un conflit d'intérêts. Et la cour d'appel retoque en disant non, l'acte est tout à fait équilibré, il est conforme aux usages et aux pratiques en vigueur. Donc, c'est pas parce qu'il y a un lien de parenté que ça caractérise un conflit d'intérêts. Alors, c'est sûr que c'est ce qu'on vous a dit, il vaut mieux éviter de se mettre dans des situations où vous allez laisser la part à la suspicion, mais après, tout dépend, c'est-à-dire que la suspicion du client, elle peut exister, mais elle peut néanmoins ne pas être légitime, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des choses qui sont faites pour rendre étanche et éviter ce risque de conflit d'intérêts, voilà, vous n'êtes pas toujours systématiquement obligé de vous déporter. Après, je pense que c'est à nous de faire preuve de bon sens, on vous l'a dit. Par exemple, ce n'est pas interdit de plaider pour quelqu'un de sa famille. Je pense qu'après, tous les dossiers ne sont pas équivalents. Il y a toujours des dossiers où vous allez avoir des enjeux émotionnels, des choses comme ça, vous allez perdre votre indépendance. Après, ça peut être un contentieux contre un opérateur de téléphonie, d'un enjeu dérisoire, auquel cas, effectivement, vous allez sentir vous-même que vous en êtes capable ou pas. Et je pense qu'en fait, c'est cette propre introspection qu'il faut faire aussi au niveau du conflit d'intérêts. Après, il y a aussi une notion qui n'a pas encore été évoquée, c'est lorsqu'on prend nous-mêmes des participations dans des sociétés ou qu'on intervient dans des associations. Ça, c'est un cas que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, où l'avocat est en fait actionnaire, où il intervient au sein d'une association et fait du juridique pour la société ou pour l'association. Et ça se passe toujours mal à un moment donné, voilà, parce que sinon ils ne viendraient pas nous voir. Et l'avocat qui est associé ou qui est intervenu au sein d'une association réclame souvent des honoraires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été retoqué par une cour d'appel. Il n'y a pas énormément de jurisprudence à ce sujet. D'ailleurs, j'étais étonnée quand j'ai fait les recherches parce que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de matière et finalement, non pas tant que ça. Donc, j'ai trouvé un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 décembre 2016 qui disait que lorsqu'il y avait un conflit d'intérêts, et il y avait un conflit d'intérêts quand, par exemple, l'avocat était membre actif d'une association et pour lequel il avait rédigé des actes juridiques, il était en position de conflit d'intérêts et donc il ne pouvait pas demander et réclamer des honoraires par la suite. Donc personnellement, j'ai souvent été dans ce type de cas où l'avocat, il y a un conflit d'intérêts entre associés et dans ces associés, il y a un avocat et là, c'est toujours très compliqué puisque l'avocat dit toujours oui, mais moi j'ai rédigé les statuts, j'ai rédigé ci, j'ai fait les AG, etc. Donc puisque c'est comme ça, je demande mes honoraires pour la rédaction
de ces actes, eh bien, sachez que le peu de documentation que j'ai trouvé va quand même à l'encontre de ça. Donc, attention quand on se met en fait dans une… Parce que là, après, comme tu disais, c'est logique. On intervient, mais on n'intervient pas dans la sphère en tant qu'avocat. Là, on intervient dans notre sphère privée et personnelle. Et dans ce cas-là, eh bien, il ne faut pas tout mélanger. Et évidemment, sinon, il y a un conflit d'intérêt. On ne peut pas en même temps être associé d'une société et en même temps conseil de cette société. Ça n'est pas possible. Et on ne peut pas par la suite réclamer des honoraires ou se faire en l'échange de parts ou d'actions. C'est vrai que ça paraît logique, mais c'est quelque chose que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Après, il y a quelque chose aussi, il y a un pont qu'on peut faire entre le conflit d'intérêts et la rémunération de l'apport d'affaires. Donc, je m'explique, par exemple, il y a souvent des avocats qui sont en bon terme avec des intermédiaires qui soient conseillers en gestion de patrimoine ou FUSAC, enfin tout type d'intermédiaires et qui sont amenés sur les dossiers par certains intermédiaires. Donc, sachez qu'on n'a pas les mêmes intérêts. L'intermédiaire, souvent, lui, ce qu'il veut, c'est vendre vite et dans le temps de son mandat. Le client, lui, ce qu'il veut, c'est vendre peut-être vite, mais qu'on lui ait proposé toutes les options possibles et qu'on l'ait correctement conseillé de manière loyale. Donc, parfois, le tempo de l'intermédiaire qui nous a amené le dossier n'est pas forcément celui du client et on se retrouve souvent embêté parce que c'est quand même lui qui nous a ramené le dossier. Donc là, il faut, je pense, souvent être en transparence. Et je trouve que par rapport à la rémunération de l'apport d'affaires, parce qu'on sait tous que c'est une pratique qui arrive souvent, est-ce que tu penses, par exemple, que si l'apport d'affaires, la rémunération de l'apport d'affaires était encadrée, et par exemple, si on était obligé de le communiquer aux clients, est-ce que ça participerait notamment à assainir des conflits d'intérêts dans ce type de cas? Dans ce type de situation, effectivement, là où Camille, elle soulève une difficulté, c'est quand effectivement vous avez un intermédiaire qui vous apporte un dossier. Déjà, la difficulté, c'est d'identifier qui c'est votre client. Est-ce que votre client, c'est l'intermédiaire, ou alors est-ce que votre client, c'est le client final? Parce qu'effectivement, il va y avoir des intérêts qui sont antagonistes. Comme vous l'a expliqué Camille, en fonction du type de dossier, l'intermédiaire, il va avoir intérêt à ce que la vente, elle se fasse de manière rapide, parce qu'il a une commission à percevoir. Et vous, à l'inverse, vous pouvez, à la lecture du dossier, vous apercevoir que l'intérêt du client, il est tout autre et qu'il aurait plutôt intérêt, mettons, à différer dans le temps parce qu'il va pouvoir bénéficier de certains dispositifs fiscaux. Et là, dans ce cas-là, vous allez vous retrouver en situation de conflit d'intérêt parce que le conflit d'intérêt, c'est quand on ne peut pas donner une information complète et loyale à son client au risque de finalement compromettre les intérêts de quelqu'un d'autre qui est également son client. Donc là, effectivement, on est dans une situation de conflit d'intérêts. C'est bien la raison pour laquelle cette question de l'apport d'affaires et de sa rémunération et de son encadrement, elle est primordiale parce qu'aujourd'hui, si l'intermédiaire, il pouvait percevoir une rémunération sur le simple fait de vous avoir apporté le dossier, il serait très clair que le client serait informé de la situation et surtout que l'intermédiaire ne serait pas votre client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous apporte une valeur économique et vous rétribuez l'intermédiaire pour cette valeur économique. Et en toute transparence ensuite, vous allez pouvoir avoir une totale liberté de conseil vis-à-vis de ce qui va être le client qu'on vous a apporté et pour lequel vous avez versé une rémunération. Finalement, le fait entre guillemets, l'opacité, elle est propice à des situations de conflit d'intérêts et finalement de litige sur les honoraires. D'ailleurs, en fait, finalement, il y a des objections sur cette histoire de la rémunération des apports d'affaires qui tiennent justement à cette histoire de conflit d'intérêts parce qu'on vous dit que l'avocat serait tenté d'aller vers celui qui lui, si par exemple c'est un apport d'affaires au bénéfice de l'avocat, de conseiller celui qui lui apporterait le plus de rémunération. Mais même sans rémunération de l'apport d'affaires, vous pouvez avoir des partenariats qui existent. Vous allez envoyer, même sans rémunération, tous vos dossiers à quelqu'un parce que vous savez que de l'autre côté, il va y avoir une réciprocité. L'indépendance de l'avocat, c'est justement le fait de pouvoir, même s'il y a une rémunération,
vous ne perdez pas votre indépendance par rapport au conseil que vous fournissez. Il peut même y avoir une responsabilité sur ce conseil que vous fournissez. Et justement, tout ça, c'est de l'encadrement, c'est de la transparence vis-à-vis du client. Et c'est ça qui, à mon sens, peut justement permettre de sortir de toutes ces situations de conflit et de suspicion du client. Parce que le client, quand l'avocat lui est amené par quelqu'un d'autre et que la situation n'est pas claire, ça peut être source de suspicion qui n'est jamais bonne dans la relation de confiance qu'on doit établir avec le client. Oui, c'est ce que je disais dans mon introduction, en fait. Hein, c'est à l'heure de la suspicion et de la théorie du complot, on s'en rend bien compte. Hein, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux ou d'avoir des amis qui sont partisans de la thèse du complot. C'est quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui. Et puis, on le remarque aussi hein, avec les hashtags balance ton quelque chose, balance ton agency. Par exemple, dans le milieu des freelance, c'est quelque chose qui est arrivé. Et justement, on est en quête d'éthique, de transparence. Et donc, finalement, si la rémunération d'apport d'affaires était autorisée, enfin, moi, je me sentirais totalement libre de dire à mon client, mais écoutez, si vous choisissez cette option-là, je touche en contrepartie une rémunération. À partir du moment où c'est dit et affiché, finalement, le conflit d'intérêt n'existe plus puisque j'ai prévenu mon client. Oui, ceci de fait, dans certaines situations, la rémunération de l'apport d'affaires, elle peut se pratiquer. Quand on parle de la sous-traitance qui est autorisée, il y a certaines formes de sous-traitance qui sont de la rémunération d'apport d'affaires puisqu'il n'y a aucune intervention de l'avocat A sur l'avocat B qui ne fait qu'apporter le dossier. Et par contre, c'est toute la responsabilité de l'avocat A qui est engagée puisque justement cette question n'est pas réglementée. Vous avez également dans les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, vous pouvez avoir par le biais de pactes d'associés des rémunérations qui soient fonction de l'apport de chacun des dossiers. Donc, par un biais détourné, on en arrive par le biais en fait, du mécanisme du droit des sociétés, par des rémunérations d'apport d'affaires. Dans le cadre de structures capitalistiques, mais on pourrait envisager la même chose hors cadre de structure capitalistique parce qu'une SPE, c'est quand même compliqué à monter. C'est-à-dire que ça peut faire peur, mais c'est-à-dire que dans le cadre d'un apport d'affaires, on pourrait, par le biais d'un contrat, ça pourrait être le préalable à une association en termes capitalistiques, par le biais de ces rémunérations d'apport d'affaires, pour voir quel est le volume des uns et des autres et pour voir quel est l'intérêt pour offrir quelque chose de full service aux clients. Oui, effectivement, la transparence, c'est ce que tu dis, Camille, c'est la base pour éviter les situations de conflit d'intérêts. Le client, il a confiance en nous quand c'est transparent et quand il sait, entre guillemets, où il met les pieds. Et je pense que justement, toutes les évolutions qui ont eu lieu sur les conventions d'honoraires, alors les conventions d'honoraires, au départ, c'était la grande panique chez les avocats, en tout cas judiciaires, parce que chez les avocats conseils, il y a toujours eu la lettre de mission avec finalement les honoraires qui étaient déterminés de manière transparente. Mais c'est vrai que pour les avocats judiciaires, ça a été un petit peu une révolution, mais je pense que ça simplifie quand même énormément la relation avec le client. Vous avez une convention d'honoraires qui est signée, le client est censé l'avoir lue, donc il sait de la manière dont sont déterminés vos honoraires, ça règle quand même un certain nombre de questions. Alors que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler en 2005, on vous disait, on honore l'avocat. Alors, l'avocat, on arrivait dans son bureau et puis il disait, bon, je vais vous prendre une première provision de 5 000 ou 10 000 francs, à l'époque. Et finalement, le client, il ne savait jamais combien ça allait lui coûter. Donc, cet effort de transparence, il est quand même, surtout dans la société, effectivement, dans laquelle on évolue aujourd'hui, c'est une vraie demande. Hein. Donc, oui, tout à fait. Hein, et notamment là pour revenir sur le pacte d'actionnaires, mais c'est vrai que de plus en plus on réfléchit à qui amène le client, qui suit la relation et combien de pourcentage en fait est adossé à ça. Et finalement, c'est vrai que en pratique, plus on creuse la question et plus on se rend compte que la rémunération de l'apport d'affaires, elle fait partie de notre quotidien. Et du coup, c'est vrai que quand on pose des choses, finalement, plus d'éthique, plus de transparence, c'est ce vers quoi on doit. La rémunération, elle peut être indirecte, c'est-à-dire que
vous ne versez pas d'argent, mais si vous envoyez tous vos dossiers à quelqu'un qui en retour vous envoie tous vos dossiers, il y a un échange de valeur, même si ce n'est pas une rémunération de fait. Donc, et potentiellement un conflit d'intérêt aussi, puisqu'on peut totalement du coup recommander que… Oui, complètement. C'est pour ça que enfin, se poser les bonnes questions, c'est essentiel pour… Je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir de… Enfin, l'idéal, hein, c'est de ne pas avoir de position dogmatique, c'est d'essayer de réfléchir de manière pragmatique à ce qui se fait. C'est de la même manière qu'on doit essayer de raisonner en termes de conflit d'intérêts. Voilà, il y a la problématique d'agir contre un ancien client. Oui. Alors, effectivement, la délicatesse voudrait qu'on n'agisse pas contre un ancien client. Mais des fois, ça peut être un client pour lequel vous avez fait un acte, une consultation il y a 15 ans et qui se rappelle peut-être même plus forcément de vous. Et vous allez avoir un dossier dans lequel finalement ce qui vous a amené pour lui faire la consultation, aucune information confidentielle, vous n'allez avoir aucun avantage, vous n'allez pas violer votre secret professionnel parce qu'il vous a transmis aucune information confidentielle qui pourrait vous servir dans ce dossier-là. Dans ce cas-là, vous n'êtes évidemment pas en situation de conflit d'intérêt. D'ailleurs, il y avait de la jurisprudence aussi sur la question des postulants. Parce que les postulants, normalement, sont soumis à cette règle du conflit d'intérêt. Mais pour autant, des fois, dans certains cas, concrètement, ils n'ont aucune information privilégiée sur le client. Donc, ça ne peut pas les empêcher d'intervenir pour d'autres clients. Et du coup, alors peut-être rapprochez-vous, Albert, parce que du coup, vu qu'on n'a pas le bon son sur l'ordinateur, mais… Ouais, bien. Moi, je demeure persuadé que la déontologie, c'est ce qui va faire la force du métier d'avocat par rapport à toutes les professions innommées qui se créent tous les jours et qui sont des professions d'intermédiaires sans déontologie. Nous-mêmes, il faut que nous soyons très vigilants. Il existe maintenant aux États-Unis, alors tout ça va vous faire bondir de vos chaises, bien évidemment, ce sont des financeurs de dossiers. C'est-à-dire que quand un cabinet d'avocats rentre un dossier important qui va mobiliser une grosse partie du cabinet, non pas leur banquier, mais un financeur, expose le dossier, les enjeux du dossier, et le financeur accepte de préfinancer le dossier, la conduite du dossier, avec une convention signée, non pas avec le client, mais avec le cabinet, par lequel le cabinet leur rétrocéderait un pourcentage sur le pourcentage, etc. etc. Donc, si on ne crée pas, nous, ici, non pas des métiers comme ça, bien évidemment, mais ça nous pend au nez dans quelques années. Mais si on ne crée pas ici des barrières qui soient des barrières éthiques à tout cela, et la déontologie peut nous sauver, alors je pense qu'on va être pris au dépourvu. Mais moi, j'ai confiance dans les jeunes qui se rendent compte de l'utilité de la déontologie comme argument de vente auprès des clients. Nous ne sommes pas comme les autres parce que nous avons une déontologie. Et toute notre déontologie sert non pas à protéger l'avocat, mais à protéger le client. Bah, effectivement, je partage complètement cette analyse. Notre déontologie, c'est un atout. C'est justement ce qui a conduit le législateur à nous autoriser l'élargissement du périmètre de nos champs d'activité, comme je vous le disais au départ. Qu'on ne puisse pas intervenir comme mandataire sportif alors qu'on a la compétence en droit du sport et qu'on a cette déontologie qui fait que comparé à un agent sportif, on est soumis à un certain nombre de règles au contrôle disciplinaire de notre bâtonnier. C'est effectivement un gage supplémentaire pour nos clients et je pense qu'effectivement, il faut s'en servir. Il faut investir ces champs de compétences pour justement pas laisser la place à ces opérateurs. Il faut qu'on supprime les distorsions de concurrence qui peuvent exister avec ces opérateurs et ça, c'est effectivement au niveau de nos institutions nationales qu'il faut le faire. Et il faut s'emparer aussi effectivement des activités commerciales accessoires dans le respect de notre déontologie.
parce qu'il en va effectivement du développement économique de nos activités et tout ça dans l'intérêt de nos clients. Je remercie Alberini et Isabelle Grenier d'être intervenues à ce webinaire. Je vous remercie beaucoup à tous et aux questions qui ont été posées et d'avoir assisté et d'y avoir assisté en nombre d'ailleurs. Donc, je vous remercie beaucoup. Comme conclusion, je pense qu'on peut dire que la déontologie doit être un atout et pas un frein et qu'elle est encore vivante et qu'elle doit encore évoluer. Et donc, à la CE, en tout cas, c'est une des réflexions et une des pistes qui sont avancées pour le rebond face à la crise. Donc, je vous remercie et je vous dis certainement à bientôt puisqu'on refera un webinaire sur d'autres questions de déontologie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous.